Oui, Alexandre. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Normalement, je suis passé par un mobile, j'espère que ça marchera mieux que sur un PC. Là, je t'entends très bien aussi. Bon, bah, très bien. Bah, effectivement, là, on est en direct. Effectivement, bah, désolé pour le retard, effectivement, pour le délai, pour que ça puisse commencer. Maintenant, on sait. Effectivement, donc, moi, j'étais ailleurs. Michael, tu étais sur quel sujet que je puisse prendre le relais? Alors, là, c'était plus essayer de répondre en direct sur les profils et les compétences techniques 2024, les compétences sur S4HANA pour 2024, les salaires attendus sur 2024. Oui. Euh, voilà toutes les questions. Bon. Alors, bah, Sur quel module faut-il se spécialiser? ah, ça marche. J'avais les slides à vous passer. On va faire 100, sauf si Miguel, tu sais que tu les as reçus par mail et tu as la possibilité d'en passer quelques-uns. Ça Ouais, vient de chez. Bon. ouais, je les partagerai dans ce cas-là en aparté. Bon, bah, ça marche. Euh, L'évolution du marché. De 2023, il y a eu à peu près 10 000 postes SAP qui ont été publiés, soit 11 000, soit une moyenne d'à peu près de 900 postes en CDI. Euh, euh, il y a eu 900 besoins en CDI. Ont été exclus de ce calcul tous les postes en ESN, parce que les postes en ESN ont cette particularité que c'est un jeu de chaises musicales, il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. La croissance positive de ces ESN ne dépasse pas 2-3%. Donc si on les exclut de toutes les annonces, on a retrouvé effectivement 60 000 annonces, qui correspond à 6 fois plus le nombre d'annonces réelles. Donc ce qui signifie que ce que vous voyez en consultant les offres d'emploi euh, ne correspond pas exactement à la réalité. Les sollicitations que vous avez sont supérieures au nombre de postes qui sont réellement à pourvoir. On est sur une durée de près de 2 mois pour recruter. Ce qui fait que quand on tourne ça, on a un solde constant de postes, tout domaine confondu. Ensuite, pour répondre effectivement aux questions sur quelles sont les tendances, les premiers profils qui sont recherchés sont les profils order to cash, purchase to pay. Les seconds, effectivement, sont FICO. Ensuite, on a les modules un peu plus rares sur la supply chain, les W, et enfin les derniers, c'est les ABAPER et les BC. La tendance, elle est à 50% des postes en province, 50% en Île-de-France. Bon, j'ai pas oublié de passer ces slides, mais pour donner une idée, il y a entre 30 et 35 000 profils SAP en France, qui sont répartis effectivement entre la province et l'Île-de-France, à moitié-moitié. On a un peu plus de 1 000 entreprises utilisatrices SAP qui peuvent les embaucher, et on a une cinquantaine de SN SAP, enfin SAP ou généralistes reconnus sur le marché. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une transhumance entre ces différents acteurs. Ça crée du trafic, ça crée du recrutement, mais il n'y a pas une croissance. Cette croissance, elle est liée au départ en retraite et pas suffisamment de nouveaux entrants sur le marché. De ce fait, les tendances qui sont aujourd'hui sont liées effectivement au projet S4HANA. Euh, Ceci dit, la proportion de besoins sur le marché avec exclusivement des personnes qui ont fait, enfin, je me répète, des personnes qui ont fait absolument du S4HANA représentent à peine 2%. Et c'est une tendance qui est constante depuis des années. Maîtriser S4HANA pour aller sur des projets S4HANA n'est pas un prérequis. Donc, changer de poste pour aller sur un projet S4HANA, à quelques exceptions, tout le monde peut tenter sa chance. Je m'étais dit de faire des quiz, mais ça va être un peu difficile. On va faire directement questions et réponses parce que le temps passe. De nos DSI, enfin nos clients DSI, nous on pose la question en combien de temps on monte en compétence sur S4HANA sans formation sur un projet, il faut 8 mois. Une fois qu'on a cette info, ça veut dire que quand vous voyez des annonces où c'est marqué S4HANA, c'est pas bloquant à la fin. Ce qui est attendu, ce sont des années d'expérience sur la maîtrise des flux ou sur les compétences techniques qui peut y avoir. Une meilleure maîtrise des flux FICO, SDMM et toute la liste qui existe est ce qui est attendu le plus aujourd'hui. Donc, nous savons que changer de poste pour aller sur des projets S4HANA, c'est le quatrième critère. Le premier étant de gagner plus, le second, d'augmenter ou de conserver le nombre de jours de télétravail, le troisième, de maintenir ou de réduire le nombre de déplacements, et le quatrième, d'aller sur des projets S4HANA. Et le cinquième, d'avoir des environnements
de travail, collègues ou autres, meilleur que ce que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est effectivement, c'est pour vous donner un petit peu un topo de ce qui se passe aujourd'hui. Une particularité, cet écosystème est en train d'être bousculé par l'arrivée des freelances, qui, l'année dernière, on a fait un petit comptage et on serait entre 2000 et 2500 personnes qui étaient en CDI qui sont passées freelance, qui rentrent en concurrence directe avec les ESN qui font de la délégation et qui, effectivement, aussi staffent des postes en CDI qui sont en souffrance. Ça, c'est effectivement la révolution qui est en cours. De ce fait, les responsables de centres de compétences, ceux qui effectivement sont sur les projets, les DSI aujourd'hui, nous l'ont dit, ils sont en train de réfléchir différemment pour conduire ces projets S4 ou continuer sur du run ECC6 en ne raisonnant plus en masse salariale, en emploi en interne, mais en ressources disponibles, qui aujourd'hui peuvent être à la fois des salariés en interne en CDI, des freelances, des ESN qui font la délégation, du nearshore, de l'offshore. Il n'y a plus le raisonnement qu'il y avait post-Covid. L'important pour eux, c'est d'avoir une ressource au bon moment, au bon niveau. Et évidemment, la notion de coût joue, mais l'enjeu, c'est que face à cette pénurie de compétences, pour faire avancer les projets, les barrières ont sauté à ce niveau-là. Donc, je vous laisse poser de nouvelles questions pour voir effectivement ce qui arrive. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la question sur les salaires. Oui. Deux choses, le salaire et quel est le profil idéal. Plutôt, est-ce que aussi on est sur de la TMA, sur du projet, voilà, sur le salaire du junior au senior et le fameux le projet les 100. Les 100, oui, qu'on a parlé. Bon, première chose, les salaires, ils atteignent des sommets, on va dire. La courbe commence à tanker et elle n'augmentera pas beaucoup plus que les années précédentes. Les ESN sont sous pression. Elles ont un modèle économique qui ne peut pas dépasser certaines choses pour deux raisons. Un, le taux de facturation qu'elles peuvent avoir, et puis l'incertitude sur les licences qu'elles vont avoir dans la version cloud. Elles ne savent pas quels revenus elles vont percevoir. Ces revenus complémentaires permettaient à la fois d'augmenter les rémunérations et en même temps de pouvoir pallier aux intercontrats. Cette incertitude fait qu'elles vont effectivement mesurer, enfin, être beaucoup plus, je dirais, vigilantes sur cette rémunération. Et on le voit aujourd'hui, que ce soit en interne ou dans le monde du conseil, les négociations sont plus difficiles. Il y a encore des capacités à pouvoir se rattraper son salaire par rapport au marché, mais ça n'augmentera pas. Et la raison, effectivement, ce sont vos attentes, vous, candidats, qui les bloquent. La première, c'est la volonté de faire du télétravail avec 1, 2 ou 3 jours, la volonté de minimiser les déplacements, ça c'est une chose, et la volonté c'est d'aller sur des projets S4HANA sans avoir démontré 2 ou 3 projets effectivement dans son histoire. Résultat, ça coince à ce niveau-là. Il y a une attente de réinternalisation des compétences, réinternalisation aussi bien de ressources en interne que de faire revenir les personnes au bureau pour faire mieux marcher les projets. Il est plus facile, effectivement, de faire des ateliers de conception en face à face que de le faire à distance. Il est plus facile de déployer EWM dans une usine que de le faire à distance. Ça a ses limites. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, le télétravail ça va disparaître. Il va continuer à raison d'1 à 2 journées. Ça, on le sait. Mais ceux qui seront retenus, ceux qui seront recrutés, auront une prime au déplacement, une prime à la disponibilité, une prime à la mobilité pour ça. Alors, cette prime, ce n'est pas toujours lié aux compétences, mais effectivement, c'est cette capacité. Donc, les arbitrages vont se faire dans le temps entre les candidatures qui ne sont pas mobiles, peu disponibles, ou qui ont continué à faire un travail hybride, et puis des candidats qui pourront dire moi, ça ne me dérange pas d'aller au bureau, ça ne me dérange pas d'aller 4 jours sur site au fin fond de la Corrèze, et puis d'avoir une forme de disponibilité et d'expertise qui sera différente. Ce qui fait qu'on a une surprise en interviewant effectivement des candidats qui sont des consultants fonctionnels qui ont entre eux 9 à 15-16 ans d'expérience. Une expertise fonctionnelle, qui ne font pas de gestion de projet, qui ne sont pas managers, qui sont juste des consultants seniors. Leur salaire, c'est 100 000 euros. 100 000 euros en fixe. Il y a plusieurs ESN qui les ont chez eux. Elles sont experts internes, elles sont à la filière de l'expertise, elles sont complètement disponibles, elles se déplacent 5 jours sur 7 s'il le faut, pas de télétravail, elles sont complètement engagées et elles sont payées 100 000 euros cash. Pour ça. Ces employeurs leur ont dit il n'y a pas de négociation possible, tu iras où il faut, quand on a besoin.
Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, mais ils commencent de plus en plus effectivement à être recrutés. C'est le seul moyen qu'ont certaines ESN, voire des postes en interne, pour faire sauter effectivement ces blocages qui sont liés à un nouveau mode de vie que l'on peut comprendre. C'est pratique, hein, ça a plein d'avantages par rapport à ça. Mais en face, il y a des acheteurs qui payent très cher effectivement des ESN, mais qui n'ont pas ça. Les ESN sont contraintes également par leur politique effectivement de chouchoutage, je dirais, de leurs collaborateurs et de répondre à leurs attentes. Et à ce moment-là, à un moment, ça se coince. Et le seul moyen, soit on va avoir des freelances à 1 000 € par jour, ils iront où ils veulent, enfin, ils feront ce qu'ils veulent avec, ou des salariés à 100 en fixe, plus bonus, il faut. Ça, c'est la surprise de ces derniers mois qu'on a découvert. Je pense que Mickaël, effectivement, peut le confirmer effectivement, par rapport à ça. Ces ESN, on ne le citera pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie de faire de la publicité, mais néanmoins, c'est une tendance qui va arriver, ne serait-ce que pour débloquer ces choses-là. Le deuxième, par défaut de ressources mobiles, le nearshore revient, Tunisie, Maroc ou d'autres pays, avec des collaborateurs de ces pays qui seront envoyés en mission, ne serait-ce que 3 mois en respectant les législations et faire des allers-retours par la suite. Mais aujourd'hui, ça coince. C'est un vrai sujet de la part des recrutements qui sont en cours. Vos attentes, elles freinent le marché et elles ouvrent d'autres possibilités qui n'étaient pas auparavant. Donc, on a dit qu'effectivement, on allait vous tenir un discours un peu cash, pas sans langue de bois ou autre par rapport à ça. C'est le cas. Mickaël, je demande effectivement ton point de vue par rapport à ce sujet, mais c'est une tendance qui va évoluer, puis après il y a d'autres tendances qu'on va aborder par la suite. Alors, je pense que comme tout, on l'avait évoqué en aparté avec Alexandre. Aujourd'hui, on est sur un marché avec de la recherche de seniorité, de la recherche d'expérience, de la recherche de profils qui sont flexibles, mobiles. Alors, on peut plus parler de dire je suis un consultant Île-de-France, je suis un consultant province. Non, je suis un consultant mobile. Oui. Je suis un consultant mobile sur un projet en province, mais je peux très bien être mobile aussi sur un déploiement d'une filiale au Danemark. Donc, Oui. nécessité aussi de parler couramment anglais, de quand même d'avoir une vision non plus attachée à un module, hein, parce qu'aujourd'hui toutes les solutions sur S4, on parle souvent de modules. Alors, il faudrait peut-être arrêter cette idée de parler de modules, de parler plutôt de domaine. Aujourd'hui, on doit avoir de plus en plus cette notion d'intégration, de facilité sur S4, de scope item. Donc on doit repenser notre travail. Alors, je dis pas que le consultant à l'ancienne n'est plus d'actualité, mais il doit évoluer et on doit évoluer dans une approche qui est moins de spé, plus de standards. Oui. Et les salaires auront forcément un plafond de verre, mais pour certaines entreprises, ce n'est pas un problème de payer un consultant cher tant qu'il rapporte de l'argent. Alors, c'est bête à dire, hein, on a un TJM, on rapporte. Si le client est content, il sera toujours prêt à payer. C'est comme quand vous allez à un concessionnaire pour acheter une Ferrari, vous savez ce que je vous achetez. Oui. Deuxième chose, c'est que le métier de consultant tel que nous, on le définit, c'est un métier d'analyste-réalisateur. La partie analyste est de plus en plus importante. Les projets S4HANA ont pour un pacte d'aller sur le plus de standards possible où le paramétrage devient secondaire. La prime, quand je dis la prime, c'est les attentes où là, effectivement, les employeurs et où les entreprises sont prêts effectivement à rémunérer plus, c'est la connaissance des flux. La connaissance des flux order to cash, purchase to pay, de production, finance, ou controlling. Cette connaissance est ce que peut faire S4HANA là-dedans, c'est-à-dire la crédibilité du consultant face à des métiers. Il y a une vraie attente là-dessus. La réalisation, elle devient secondaire. Un très bon paramétreur, c'est plus recherché. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins recherché. Un très bon communicant qui peut négocier, proposer, arbitrer, expliciter pourquoi effectivement il faut aller dans cette direction et pas in-out, est attendu aujourd'hui. Il se trouve qu'effectivement le coût de la réalisation peut être fait en nearshore, peut être fait par d'autres personnes qui sont plus juniors, mais aujourd'hui, et c'est la nouveauté, c'est qu'il y a vous voyez peut-être, il y a de plus en plus de postes d'AMOA, il y a de plus en plus de postes de chef de projet AMOA, où clairement il n'y a pas de paramétrage sur ces postes. La révolution technologique des S4HANA, c'est d'aller effectivement sur du spécifique et puis de coder le spécifique, d'aller sur plus de standard, pardon, et d'aller coder le spécifique qui est à côté. Donc, ces clients, peu importe lesquels, ont une appétence et sont prêts à rémunérer une connaissance
je dirais, pas technico-fonctionnelle, mais une connaissance métier et fonctionnelle là-dessus. Ça, c'est une des nouveautés qu'on a vues effectivement en analysant des milliers de postes et en échangeant avec nos clients. Alors, il y a aussi un point qui est soulevé aussi sur les compétences qui sont purement en pilotage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle souvent de consultants fonctionnels, de techniques, mais il n'y a pas que les profils les PMO et aussi d'architecte site solution Oui. sont nécessaires. On l'avait évoqué avec Alexandre, c'est la similitude avec le BTP. Oui, c'est exact. Ces profils d'architectes fonctionnels, dont on en voyait 2-3 par an, eh bien, il y en a de plus en plus. Ces coordinateurs fonctionnels, qui effectivement, dans le cas de transformation vers S/4HANA, réapparaissent. Les directeurs de programme aussi, parce qu'effectivement, c'est difficile d'aller piloter des gros intégrateurs. Il faut effectivement des personnes qui sont expérimentées, capées et qui ont les épaules pour pouvoir les cadrer, les encadrer les métiers aussi, et réussir à faire ça. Tous ceux à qui effectivement on échange, c'est quelque chose qui est en amont. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en termes de compétences, c'est la gestion de projet, c'est du pilotage, c'est l'analyse fonctionnelle, c'est la capacité rédactionnelle, la maîtrise de l'anglais, la maîtrise rédactionnelle, et c'est une vraie crédibilité qui est attendue face au métier. Alors évidemment, pour des juniors, c'est difficile. Il n'y en a pas assez qui sont formés, on le sait. Les centres de services et de support en province est une bonne piste pour commencer. Mais Mickaël, on se rejoint là-dessus. Il ne faut pas rester plus de 2 ans là-dessus. Il faut en sortir et passer en mode projet. C'est un vrai sujet pour des personnes qui n'ont pas été n'ont pas eu l'occasion de le faire. Eh bien oui, il faut quitter le centre de service de Morlaix, de Viséo. Il faut quitter le centre de service d'Accenture à Nantes ou à Toulouse pour CGI et d'autres pour aller rejoindre effectivement des intégrateurs ou des postes en interne pour travailler en mode projet. C'est pas quelque chose qui est aisé, mais dans une carrière, ce qui est attendu, oui, c'est mieux le mode projet que la TMA. Ensuite, il y a quand même un bel apprentissage dans les TMA. Sur certaines grosses TMA, il y a des mini-projets qui sont à faire. Ça ne veut pas dire que c'est anodin et on peut capitaliser dessus. Mais dans la gestion des carrières, il y a des moments où il faut se poser la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? C'est clair que aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est nouveau. Parce que la mentalité pour acheter des ressources a complètement changé. Si un freelance est disponible, on le prend. Si un CDI, un salarié est disponible, on le prend. Si on prend une ESN est disponible, on le prend. C'est une question de disponibilité qui se fait aujourd'hui. Je ne sais pas si Mickaël, tu me rejoins là-dessus par rapport à ton employeur et chez qui tu travailles, mais c'est le premier enjeu qu'il y a aujourd'hui. Alors oui, si je prends la casquette aujourd'hui de directeur de la BU au sein de KPC, je pense qu'on a tous les autres directeurs de BU sont sur cette. Alors, j'allais dire, oui, c'est une problématique. C'est d'avoir la bonne ressource au bon moment et la ressource qui est bien mindsetée. Alors, je ne dis pas que les profils aujourd'hui jouent les divas ou n'ont plus la niaque et sont prêts à faire des fois 70 heures par semaine parce qu'on a un projet avec une date qui est bornée. On peut pas, j'allais dire, même principe, on peut pas réclamer des salaires de 80, 100 000 euros et de se dire, moi, je veux faire 35 heures par semaine. Dans n'importe quel autre secteur, y compris celui de SAP, ce n'est pas possible. Donc, si on a une équation avec je suis flexible, je suis prêt à mettre toutes les chances de mon côté avec mon employeur, de me former en continu sur les solutions S/4HANA, d'être dans une logique de dire aujourd'hui SAP parle de certification. C'est très bien, c'est du bachotage. Mais rien ne remettra en cause ou ne pourrait être mieux que de se dire quand vous allez voir un garagiste, s'il a appris par cœur savoir comment réparer une voiture, ça ne fera pas de lui un expert pour la réparer. Si, il sera ouvrir la valise, brancher la voiture, il vous dira oui, j'ai un problème sur la batterie. On devra toujours savoir mettre les mains dans le cambouis. Oui, c'est exact. Depuis 2008 qu'on recrute sur SAP, les certifications n'ont jamais été un critère en plus ou en moins pour poster. Dire qu'il faut absolument être certifié, il n'y a pas. Dire que je suis certifié, ça ne sera pas un plus. Ça peut être paradoxal. Alors évidemment, c'est beaucoup d'argent pour l'éditeur derrière. C'est intéressant effectivement pour apprendre, mais ça n'est pas un point aussi bien en ESN qu'en interne. Les certifications, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la maîtrise
en mode projet ou en mode TMA, du paramétrage, effectivement, de l'analyse des besoins en amont, et puis après toute la chaîne jusqu'à test recette, mise en production derrière. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, et on va l'aborder, c'est celui effectivement des intelligences artificielles, ou autrement dit des MLL. Celui qui est cité, c'est Joule. Il arrive, ça y est, il commence à pointer son nez, on commence à voir à quoi ça ressemble. Pour les cadres en France, on sait tous que GPT, Gemini et autres, on est 50% à l'utiliser en loose day, en cachette, sur les lieux de travail. Certains sont bloqués, d'autres pas. On met tous quelque chose dedans et on voit ce que ça donne, et ça donne plutôt des bons résultats, ou du moins ça donne des résultats. Joule va arriver. Il est clair qu'effectivement, ça va améliorer des choses chez les consultants. Ils vont se retrouver avec des bases pour débugger, pour avoir des modules effectivement qu'ils ne connaissent pas, en posant des questions. Ça donnera des réponses, comme GPT donne des réponses, mais ça sera mieux que rien. L'enjeu, c'est qu'effectivement, ça sera un formidable outil d'apprentissage pour ça, sur un sujet particulier, sur un environnement qui est celui de votre client ou celui effectivement en interne qu'il peut y avoir derrière. Cette arrivée va être déstabilisante parce qu'effectivement, elle va réduire certains besoins. On s'attend effectivement que dans les centres de service, les ticketing bof, les trucs qui ne sont pas bien compliqués à résoudre, ils seront résolus par Joule avant qu'ils arrivent auprès des key users et des users. C'est sûr, ils vont leur poser la question, la réponse va arriver. C'est-à-dire que ces centres de service, ils vont décroître sur les tickets peu qualitatifs, par contre, ils vont croître sur les tickets qualitatifs. Et ça signifie qu'il y aura des experts dans les centres de service qui vont prendre des tickets niveau 3 et plus, peut-être, effectivement bien compliqués, qui auront été prémâchés par Joule et sur lesquels il faudra un regard d'expert dessus. Cette révolution, on ne sait pas. L'éditeur, effectivement, va le mettre au fil de l'eau, mais c'est clair que d'ici 2 ans, comme la même chose pour GPT aujourd'hui, ça va devenir notre bras droit pour travailler. Là où effectivement c'était compliqué d'aller sur les blogs, compliqué d'aller sur OpenSAP ou de faire des formations, c'était fastidieux. Là, il y aura des cas particuliers, vous pourrez poser des questions, faire vos prompts, avoir des réponses, voir à quoi ça ressemble, débugger. Pierre Coll, effectivement, l'a annoncé récemment sur LinkedIn. On peut débugger, coder avec, ne serait-ce que débugger, c'est pas mal. Ensuite, aller sur des modules rares, et effectivement, ça va fournir des réponses. Après, à vous ou non, effectivement, de les utiliser et dans quelles circonstances. Mais une vraie révolution arrive. Et cette révolution, ça ne va pas être évident, ne serait-ce parce que les acheteurs vont se poser des questions sur la valeur ajoutée de certains consultants. Et c'est clair que l'internalisation des compétences va faire qu'il y aura de plus en plus d'autonomie dans les centres de compétences SAP des entreprises utilisatrices grâce à ces outils-là. Et il va y avoir un effet de ciseau avec les ESN et les prestataires. Voilà, je passe le relais, Michael. Ouais. La question, c'est pas de savoir si on est pour ou contre, c'est Oui. de se dire demain, vous serez obligé de savoir l'utiliser. Oui. Alors, on aura Pierre Coll dans quelques semaines, en avril, et il pourra lui-même en parler du potentiel énorme de Joule, et en particulier alors peut-être moins en Europe, mais comme vous le savez, à Bangalore, il y a à peu près 200 000 consultants qui font du code. Et ça, c'est une vraie menace. Parce que demain, l'intelligence artificielle, elle sera capable d'auto-générer du code. Donc, je pense que le profil d'un consultant hybride c'est ça le futur. C'est un consultant qui est capable d'avoir dans sa mallette du Joule, qui est capable de connaître les scope items, qui est capable de faire de l'AMOA, mais on doit se transformer. Donc, faudra faire avec. Alors, oui, tu l'as dit, peut-être à 3 ans. Alors, c'est pas dans 3 ans que tous les clients auront des solutions en full cloud, parce que Joule, je pense, fera uniquement sur les solutions en cloud. On verra par rapport aussi à la deadline sur les solutions en on-prem. Donc, mais plus on s'y prépare tôt, mieux on évitera de se prendre, on va dire, le mur. Oui. Quand je dis on, c'est les consultants. Oui. S'entraîner sur GPT et OpenAI, c'est les bases. Apprendre à prompter, à comprendre comment ça fonctionne, oui. OpenAI et GPT est un fourre-tout. Il y a absolument tout ce qui existe sur Terre qui est dedans. Par contre, fait donc pour Joule, il y aura l'environnement client et l'environnement technique, effectivement, de SAP. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça sera bordé. Donc la probabilité pour qu'il donne des bonnes réponses sera sûrement supérieure à ChatGPT et ses hallucinations. Donc ça sera sécurisé.
ça restera sur un environnement qui est là-dessus. Donc oui, il y a une révolution qui arrive. Donc nous, ce qu'on dit, effectivement, c'est on joue tous avec GPT pour comprendre les bases. Il y a plein de tutos qui existent là-dessus. On peut y coller du Cobaba pour voir. Certains disent que c'est nul, d'autres disent c'est pas si mal que ça. Il y a des modules qu'on ne connaît pas, on regarde comment ça fonctionne, ça l'écrit, ça l'explicite, et c'est toujours mieux que rien aujourd'hui. Ça fonctionne déjà pour ça, on peut aller ici. Et après, effectivement, il y aura cette utilisation qui va se mettre en place. Pour revenir effectivement aux questions que je vois passer, ou effectivement sur la notion de rémunération, combien ça gagne, c'est difficile de faire des benchmarks de rémunération aujourd'hui. On sait juste effectivement qu'entre la Paris et province, ça s'est aligné. Ça, c'est une chose qui, effectivement, il y a moins ce décalage qu'il pouvait y avoir auparavant. Grosso modo, ça commence à 30 000 euros effectivement pour un junior. Après, ça augmente assez vite. Effectivement, c'est ce qu'on s'est aperçu effectivement dans les ESN. En interne, c'est une autre histoire. Et après, la question se pose que les augmentations automatiques liées à l'inflation et puis la progression que l'on peut avoir et de changer d'entreprise pour négocier plus, parce qu'effectivement, il y a une demande sur le marché. Grosso modo, nous, les derniers recrutements qu'on a fait, 4 ans et demi, 5 ans et demi, on peut être déjà à 55 000 euros et 60 000 euros. C'est ce qui se passe sur les modules supply chain, sur les modules finance. On parle du fixe. Il se trouve que les entreprises utilisatrices payent mieux sur le bonus et participation intéressement que ne peuvent le faire les cabinets conseils. Les cabinets conseils renchérissent effectivement sur la partie fixe, ils ont moins de latitude sur les parties variables, offrent plus de télétravail, moins de déplacements. En gros, c'est écrit pas dans les contrats, mais presque, vous déplacerez que s'il y a besoin. Et à ce moment-là, les postes, effectivement, sont plus compatibles avec ce type de vie en cabinet conseil que ça ne l'est en interne. Aujourd'hui, en interne, il y a une disponibilité qui est de plus en plus importante, c'est-à-dire d'aller faire des roll-out, de partir. Il y a un lien de subordination qui est effectivement par rapport à un consultant interne ou un chef de projet. Il ne faut pas qu'il parte. C'est pas négociable. Et puis, il n'y a pas de plan B pour ça. Ce qui fait que ça s'est inversé. Et aujourd'hui, c'est kiff-kiff. Il y a autant d'intérêt pour les postes en interne que dans le monde du conseil. Mais c'est une question aujourd'hui, c'est les contraintes qui commencent. C'est est-ce que je veux bouger? Est-ce que je veux aller au bureau? Sur quoi je veux travailler? Mais peut-être je répète, et effectivement, dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attente, une très bonne connaissance de la solution. Les entreprises sont prêtes à payer pour ça. Et puis, il y a un engagement qui est différent. Alors, un engagement plus fort, c'est-à-dire effectivement un engagement physique plus important que ce que proposent nos candidats et le marché aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais essayer de faire un bundle de petites questions dans ce cas-là. Je suis un jeune ou un moins jeune. J'ai moins d'1 an d'expérience, de connaissances sur SAP. Oui. Je vois toutes les offres qui passent sur SAP. Je me dis, mais comment? Alors, sans répondre à la question qu'on verra avec Julien, c'est comment devenir consultant SAP. C'est comment je m'adresse? Est-ce que je dois toquer aux ESN directement? Est-ce que je dois toquer chez toi, Alexandre, en me disant, voilà, j'ai un profil, j'ai des connaissances. Est-ce que je peux intéresser une ESN? Est-ce que je peux intéresser un client final si je suis débutant, vraiment un débutant? Sans jamais avoir touché la solution? Alors, on va mettre le cas, sans jamais avoir touché la solution ou d'avoir utilisé les solutions Triol, où je me suis entraîné de mon côté comme un malade sur un serveur SAP et je suis capable de faire des scope items, dérouler des flux. Ok. Cette première marche, c'est la plus difficile. Après, il y a une deuxième qui arrive. Ça dépend des politiques des ESN, à quel timing elles sont. Est-ce qu'elles ouvrent les vannes pour les juniors ou est-ce qu'elles les ouvrent pas? Ça dépend. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression effectivement qu'elle les ait ouvertes parce qu'effectivement, il y a pas mal de candidatures qui arrivent. Et effectivement, vous candidatez sur notre site, c'est en candidature spontanée, vous indiquez ce que vous recherchez et on pourra l'analyser. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même des postes un peu hybrides, key user, sur lesquels c'est déjà un premier moment moyen pour se positionner. Le troisième, c'est la province. Il n'y en a pas en Île-de-France. Je peux le citer, parce que justement, même si on ne travaille pas avec ou autre dessus, c'est le centre de service de Viséo à Morlaix qui prend des juniors. Accenture aussi à Nantes, certaines mesures. CGI, effectivement, et Sopra à Toulouse pour tout ce qui est projet secteur public. Et après, oui, effectivement, il faut solliciter effectivement ces cabinets conseils, échanger avec eux, et après, c'est une question de timing. Est-ce qu'ils sont prêts à vous onboarder ou pas, et pourquoi faire? Le coup de bol, c'est d'aller sur un projet, ça c'est sûr.
c'est pour faire des tickets, et ben c'est pas si mal que ça pour commencer. Ensuite, effectivement, au bout d'un an et demi, il faut commencer à sortir la tête de l'eau, et puis à 2 ans, il faut sortir pour aller sur des projets. Et ça, c'est la deuxième marche qui est la plus difficile, c'est de travailler en mode projet. Parce que ces modes projet, aujourd'hui, ils sont réservés à des personnes qui ont entre 4 et 10 ans d'expérience. C'est ce que veulent les clients, in fine, enfin les clients finaux, c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent chez eux. Ok. Moi, maintenant, je vais prendre la casquette de directeur de la BU. Profil junior, tout dépend aussi de la taille de l'ESN. KPC, on ne peut pas non plus. Alors, c'est un investissement, hein, vous pourrez tous le comprendre. On est une entreprise, on a un budget. Former un consultant, ça peut être de 6 à 8 mois. Tout dépend de sa capacité à gérer de l'information. Et après, on a aussi face à un client. Un client va nous dire oui, mais moi, je veux pas de junior. Donc, on doit être se dire bon bah on fait un investissement pendant un an, on va investir à perte sur un profil pour le faire monter en compétences de sorte qu'il soit opérationnel. Ah, on a perdu Mickaël. Alors, je vais meubler effectivement en attendant qu'il revienne. Concernant notre cabinet, oui, postuler, c'est important. Notre particularité, effectivement, c'est qu'on suit nos candidats tout au long de leur carrière. On a moins de postes, effectivement, pour des juniors, mais ça peut arriver. Notre politique, effectivement, c'est une politique d'accompagnement des juniors, donc on leur donne des informations. On leur dit chez qui il faut postuler. Après, ils se dépatouillent tout seuls, effectivement, pour faire l'approche. Mais en tout cas, on les laisse pas comme ça. La formation, c'est aussi un moyen, effectivement, d'upskiller, effectivement, ces formations en fonction du statut qu'ils ont. Je te redonne la main à Mickaël, effectivement, tu étais parti. Ouais. Alors, donc oui, on a une politique de prendre des gens en alternance, hein, qui est très intéressante. Encore une fois, c'est l'accompagnement. Moi, je partirai toujours dans cette idée-là. Je ne vais pas prendre du junior pour prendre du junior et les mettre chez des clients pour juste gagner de l'argent. Moi, il y a une vraie philosophie d'accompagnement. Donc, pour pouvoir prendre du junior, il faut qu'il y ait des seniors, des confirmés qui soient là pour les accompagner. Et après, d'en parler avec le client de façon honnête, hein, de se dire, voilà, aujourd'hui, hein, si demain, vous voulez aussi vous-même monter un centre de compétences en interne, bah, vous aurez aussi besoin d'avoir des gens qui ont bien commencé quelque part. Donc, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, hein. Aujourd'hui, un marché on veut des gens confirmés opérationnels de suite. Mais si on veut aussi avoir un renouvellement, parce qu'un jour, on devra tous partir à la retraite, bah, il faut bien aussi laisser la place aux juniors. On l'a tous été. Donc, ça nécessite un travail de nous tous pour prendre des juniors. Mais aussi, côté junior, bah, il faut aussi que de votre côté, vous ayez un vrai investissement personnel. Pas vous dire, bah, je fais ma journée, j'arrive à 8 heures, je finis à 17 heures. Peut-être que ce n'est pas audible pour vous, mais moi, quand j'ai commencé, je faisais 2 heures à 3 heures de SAP en dehors de mon temps de travail. Oui, alors ça, c'est le cas effectivement des ESN pour le faire. Pour les clients finaux, il y a des académies qui existent. La plus connue, effectivement, est celle de Vinci Énergie avec un académie qui est à Lisbonne. On peut citer EDF, on peut citer Engie, on peut effectivement citer Safran aussi, qui effectivement prennent des alternants, les forment, les font monter en compétences très très vite, leur donnent des compétences et des responsabilités à une vitesse qui est assez hallucinante, parce qu'effectivement, nous, on récupère les candidatures 3-4 années après, et on voit des chefs de projet qui ont 4 ans d'expérience et qui sont capables de piloter 15 Accenture sur 15 consultants Accenture sur des projets à l'autre bout du monde. Ça, franchement, c'est la meilleure école, et c'est par là qu'il faut tenter sa chance pour commencer. Ils sont sélectifs, effectivement, sur les diplômes, mais malgré tout, il y a des places à prendre tout le temps, toute l'année pour ça. Après, effectivement, il y a les cabinets conseils, et après, il y a un investissement personnel qui est à faire, qui est vraiment très important. Ça vaut une prépa. Pour prépa grande école en termes d'investissement, c'est énormément d'acquisitions qui sont à savoir. La chance, c'est que beaucoup d'informations sont sur le web, elles sont disponibles. Il y a des tutos, il y a des choses à faire, il y a des bancs de tests qui existent, qui peuvent être mis à disposition pour ça. Et puis après, effectivement, bah, il y a des mentors, il y a des tuteurs, enfin, il y a des helpers, là, comme les Mickaël aujourd'hui sur le marché, qui vont de plus en plus apparaître, parce qu'effectivement, il y a un besoin de transmission, effectivement, pas de conséquences, de compétences des seniors vers les juniors, parce qu'il va falloir les former, il va falloir les faire monter en compétences, et puis les onboarder effectivement sur les projets.
ça ne résout pas le problème effectivement économique pour les ESN, pour les intégrer. Ces grosses sociétés que je vous ai citées internes ont cette habitude, parce que ce sont des cultures d'ingénieurs, et donc la culture de l'alternance, la culture du stage fait partie. Et puis finalement, elles sont connectées à toutes les grandes écoles, donc de temps en temps, il y a des SAP qui tombent dedans pour ça. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut dire à effectivement des consultants qui veulent aller ou des key users, d'aller sur ce marché, oui, il faut taper des portes, oui, effectivement, il faut contacter des DSI directement, des responsables de compétences, en leur indiquant, bah voilà, j'aimerais effectivement faire quelque chose. Et après, il faut une super souplesse. Le salaire, c'est pas une priorité. L'endroit où c'est plus une priorité. Si c'est à Pétaouchnok, il faut y aller. J'aurais même fait un fond, effectivement, du Périgueux ou autre là-dessus. Il y a des postes qui, effectivement, sont à prendre. Ça peut durer 1 an, 2 ans, peut-être plus, hein, si l'endroit vous plaît. Il faut aller là, effectivement, ils sont prêts à vous ouvrir. C'est un vrai paradoxe dans le contexte aujourd'hui où, effectivement, on travaille de plus en plus à la maison. Ces postes-là sont très engageants, ils sont très intéressants quand ils sont sur site. Il y a des besoins sur IWM qui ne sont pas pourvus depuis très longtemps. Il y a des vraies montées en compétences qui sont là-dessus. Il y a des juniors qui sont montés en compétences là-dessus. On en a placé, effectivement, on en a recruté par la suite. Ça fonctionne. Ils sont autonomes, ils font des projets. Le manque de bol, les entrepôts ne sont pas à Paris, quoi. Donc, effectivement, ils sont souvent dans les nœuds logistiques, Lyon, le Nord, l'Est, par rapport à ça, mais ce sont des super apprentissages qu'il y a à faire, aussi bien par une USN que par ça. Donc, le seul conseil que j'ai envie de dire d'un consultant qui veut toquer une porte d'une USN, c'est envoyez-moi partout où vous pensez qu'il y a un besoin. Et là, vous allez devenir prioritaire par rapport aux autres qui n'ont pas envie de bouger. Ouais, le point important, encore une fois, hein, comme Alexandre l'évoque, hein, c'est votre capacité à être flexible dans tous les sens du terme. Flexible pour aller en province, flexible pour faire du télétravail, flexible pour faire du temps partiel. Alors, quand je dis du temps partiel, c'est de se dire, demain, vous pouvez être dans une ESN qui peut vous mettre à la fois sur un projet une partie du temps et en même temps faire du support sur du ticket. Donc, c'est d'avoir cette capacité-là à pouvoir être patient. Je fais aujourd'hui du SAP ECC, parce qu'il y a toujours une base embarquée qui existe, de faire du S4HANA, et en même temps, on te dit, bah tiens, on a un petit besoin sur une solution en cloud public, est-ce qu'elle t'a dit d'y aller? Là, c'est le profil idéal, parce qu'on a une personne qui peut aller sur différents sujets, qui est prêt à apprendre, qui peut aller sur le Learning Hub, parce qu'on a des solutions aujourd'hui qui sont proposées par SAP pour apprendre. Alors, la certification peut intervenir dans ce cas de figure-là parce qu'elle va vous donner au moins les bonnes pratiques, de savoir déployer une solution en mode Activate. Et pas de le faire, j'allais dire, comme un sagouin, hein, parce qu'on a tous commencé à faire des projets un peu à l'arrache. Bah, l'avantage, peut-être en passant des fois par ces méthodes Activate, bah, on apprend, comme à l'école, à faire son parcours fléché, ou comme vous allez dans Ikea, bah, vous suivez les flèches. Il ne viendra pas l'idée de le prendre à l'envers. Bon, quoique, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas forcément la solution idéale. Donc, moi, vraiment, hein, si demain, même profil que Alexandre, hein, pour recruter, moi, je veux, voilà, c'est des profils. Il a stocké des villes. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai un besoin sur du IWM. Je n'ai personne. Non pas que je n'ai personne pour se dire à Lyon, si, j'ai du monde. Mais là, c'est, j'allais dire, dans un endroit assez reculé où la plus grande ville la plus proche est à 50 km. Mais parce que les bâtiments, oui, sont à la campagne. Donc, il faut prendre le train, il faut prendre la voiture. Et pour y aller, des fois, vous avez, partant de Paris, ça peut prendre du temps. Mais il y a la place. Oui, et ça correspond à une bonne partie des annonces qui sont visibles, des postes qui sont ouverts. On peut dire qu'ils sont en souffrance par la localisation, par l'absence effectivement de télétravail, et parce qu'il faut aller sur site, et parce que la politique de l'entreprise ne promet pas effectivement le travail hybride là-dessus. Ces postes-là, ils seront payés dans le marché. Les employeurs effectivement s'alignent pour avoir quelqu'un. Après, il faut y aller. Ça peut faire l'objet de négociations par rapport à ça. Parfois, on peut effectivement arrondir les angles pour ça. En tout cas, pour les juniors, il faut partir, ça c'est sûr. Pour ceux qui sont confirmés seniors et qui ont des contraintes familiales ou effectivement de moindre mobilité, il faut en discuter. Il ne faut pas fermer la porte complètement. Nous, en tant qu'intermédiaire, c'est notre rôle, la discussion, la négociation qui peut y avoir. Il ne faut pas hésiter à ne pas vous arrêter aux descriptions des postes qui sont sur le web, enfin sur les annonces. Elles sont toutes similaires. Et il n'y a pas ce qui est important, ces contraintes dans lesquelles on parle. Nous savons que vous êtes 40% à l'écoute du marché, mais à l'écoute. Vous n'êtes que 5 à 10%, allez jusqu'à 15%,
à être vraiment prêts à changer d'employeur aujourd'hui. Ça se réduit comme peau de chagrin. Si on enlève tous ceux qui basculent freelance, eh ben on en perd encore en bonne partie. C'est une chance pour vous. Vous avez le marché pour vous. Maintenant, il faut rentrer effectivement dans certaines cases. Sortir effectivement du Covid, du confinement, des nouveaux travails hybrides qu'il peut y avoir, des nouvelles mœurs par rapport à ça, ça nécessite de rencontrer à nouveau les personnes, passer des entretiens. On ne sait pas si ça va fitter en termes de feeling ou pas. Et moi, j'annonce dans les blogs, si on n'est pas recruté par un employeur et que ça ne fonctionne pas, c'est une chance. Il se peut qu'on vous a évité plein de problèmes par la suite. Après, il faut que vous le recrutiez vous aussi, c'est-à-dire que le feeling passe. Tout le reste, c'est presque secondaire pour ça. Des projets, effectivement, il y en a à foison pour ça, dans certaines mesures. Vous pouvez effectivement évoluer, gagner plus, négocier effectivement le télétravail, négocier les déplacements dans une certaine mesure, et puis aller sur ces projets S4HANA. Ces projets S4HANA, pour la moitié, ils sont en difficulté. Pour la moitié, ils sont difficiles. Or, les consultants, donc Clarisse et moi, on vient effectivement de ce métier-là, c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est compliqué, c'est là qu'intellectuellement, ça remue un peu. Si c'est pour faire des tickets au kilomètre et attendre que ça arrive et puis être chronométré pour les répondre, pourquoi pas? Mais franchement, c'est pas là où ça progresse. Pour ça, c'est pas là où c'est le mieux payé. C'est un choix. Et puis après, comme je vous dis, les centres de service, à un moment, ils vont se retrouver en concurrence avec Joule ou d'autres effectivement outils qui vont être sur le marché. Donc l'avenir des centres de service, ça ne va pas être en s'amplifiant, en grossissant. Ça va être peut-être en augmentant en qualité, mais probablement qu'ils auront beaucoup moins besoin effectivement de juniors qui effectivement aujourd'hui traitent des tickets comme ça pour pré-mâcher derrière. Et là, il va se passer quelque chose. Soit ces tickets à faible valeur ajoutée, ils vont partir à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on va faire effectivement des consultants juniors et confirmés? Donc effectivement, il y a un peu le feu par rapport à ça. Sortez des TMA, allez effectivement bouger, déménager, aller sur ces projets. Vous voyez avec Mickaël effectivement les possibilités qu'il peut y avoir. J'ai envie de dire à salaire équivalent, progresser par l'assimilation effectivement de nouvelles compétences. Et je ne fais que le répéter, ça devient des compétences de communication, de rédaction, d'anglais, de négociation, qui sont presque plus importantes qu'effectivement que les compétences techniques à part entière. Plus des nouvelles compétences de gestion de projet, de PMO. On est consulté effectivement pour des nouvelles filières dans certaines ESN en disant on va créer des PMO anciens SAP parce qu'il y en a besoin aujourd'hui, qui avait peu besoin auparavant. Là où un consultant senior avec 3 casquettes, l'expertise fonctionnelle, le paramétrage, éventuellement chef de projet, coach de junior, directeur de projet, et voilà, en fonction des différents parages, aujourd'hui, c'est en train de se sectionner pour être plus efficace. C'est la manière dont les ESN et puis les postes en interne sont en train effectivement de s'adresser aujourd'hui. Donc, ça va y avoir des filières qui arrivent, les unes qui effectivement sont en train de se faire. Donc, ces compétences, oui, elles sont vraiment importantes. Ensuite, moi je vois pas les questions, donc si tu vois je les ai. Alors, on peut avoir par exemple aujourd'hui, quels sont les principaux clients finaux qui recrutent aujourd'hui sur SAP en direct? Alors, les plus gros employeurs, le premier c'est Engie, on peut citer. Le second c'est Vinci Énergie. Le troisième, il y a EDF, qui effectivement a des besoins de ressources en interne. Safran. Air France a eu une politique effectivement de rémunération, une politique effectivement de recrutement très importante, mais c'est très compliqué effectivement de rentrer chez eux. C'est pour ça qu'il y a vraiment un sujet par rapport à cette entreprise parce qu'elle s'est relocalisée à Roissy. Secteur de l'énergie, secteur de la défense, manufacture, pharma sont les secteurs effectivement qui ont besoin le plus. Après, c'est une myriade de petites entreprises de taille intermédiaire qui recrutent 1-2 postes par an, mais il y en a plein pour ça. Pour apprendre, c'est pas les grosses entreprises qu'il faut aller. Parce que vous allez vous retrouver sur un énorme projet, vous allez prendre un tout petit bout et une petite responsabilité derrière. Alors c'est intéressant, c'est très confortable, c'est très sécurisant. Maintenant, les ETI qui effectivement sont entre 200 millions et 1 milliard de chiffre d'affaires, sont les plus intéressantes parce que souvent ce sont des centres de compétences SAP qui a 5, 10, 15, 20 personnes maximum où les responsabilités sont beaucoup plus importantes et engageantes. Et surtout, on voit de l'aval et l'amont des projets. Et puis, c'est plus sujet libre, c'est-à-dire c'est la possibilité effectivement d'avoir le lead effectivement sur des propositions et moins bordé. Et dans ces entreprises, il y aura moins Capgemini, CGI et Accenture qui vont tout sécuriser en termes de processus.
Donc, il y aura plus une montée en compétences qui sera plus rapide. Il y a ça aussi qu'il faut regarder. Alors j'ai une autre question par rapport donc toujours au pipe recrutement, c'est on en est où aujourd'hui des projets de migration ECC sur S4? Donc le corollaire, c'est demain d'avoir des consultants pour aller sur ces projets S4 avec la problématique de recrutement. C'est l'absence de ressources qui freine tous les projets. C'est l'absence de ressources qui fait flipper effectivement tous les responsables de compétences et des sites d'y aller. Les ESN ne sont pas en mesure de pouvoir fournir. Si elles le font, c'est risqué. En interne, elles n'ont pas les compétences parce qu'elles sont sur SCC6. Elles aimeraient bien faire monter leurs compétences sur S4HANA, mais elles n'ont pas la méthodologie pour pouvoir les adresser. Donc aujourd'hui, il y a un ralentissement. Alors, il y a un volume important, mais il y a quand même il n'y a pas un emballement pour y aller. Il n'y a pas le feu pour y aller. Donc il y a encore plein de postes qui sont du run sur SCC6. Et ils se posent la question, on y va, on n'y va pas. C'est encore, les arbitrages sont pas faits. Certaines ont commencé effectivement à démarrer dessus, mais ça dure beaucoup plus de temps que ça fonctionne. Ce que nous aider, en gros, il y a la moitié des projets S4HANA qui sont en souffrance, en difficulté à cause des ressources. Et l'autre moitié qui tourne à peu près parce que ça a été bien bordé en amont et qu'effectivement, soit elles ont plus d'argent que d'autres, soit effectivement elles ont une méthodologie ou un savoir-faire interne où elles nous ont confié effectivement un bon intégrateur là-dessus. Mais clairement, il n'y a pas une croissance exponentielle qui est là-dessus, d'où le fait qu'effectivement on ne voit pas d'annonce S4HANA, on voit pas, ou très peu, c'est pas un prérequis, c'est pas là où sont effectivement là-dessus, c'est que c'est le défaut de ressources mobiles, entre autres, qui fait que certains ne sont pas pressés d'y aller. Et aujourd'hui, le problème n'est pas résolu. Enfin, on ne sait pas s'il peut se résoudre effectivement à court terme. Il y a des freelances qui effectivement sont plus engagés et sont en train effectivement de débloquer les solutions par leur présence, par leur seniorité pour certains, et prennent le lead sur les projets. Ça, c'est ce qui se passe justement. Ils sont en train de remplacer clairement les ESN, les intégrateurs sur certains projets. Ils sont du côté du client, ils sont seniors, ils se recrutent entre eux, ils prennent des équipes commando de 3-4 personnes et ils font le taf. Alors, comme on arrive à la fin de cette heure, et je pense qu'on aurait encore plein d'autres, et je pense qu'il y en aura plein d'autres pour lancer cette émission. Je pense que pour tout ce qui va être sur des questions de comment devenir consultant, de formation, de certification, on aura la chance d'avoir Julien Déat du SPRO Club dans 15 jours qui pourra justement évoquer tous ces points-là. Pour tout ce qui va être sur la partie Joule, on aura le RPA et toute la partie technique, on va avoir Pierre Coll au mois d'avril. Donc, encore une fois, pour toutes les questions que vous avez, et malheureusement, en une heure, il est toujours assez compliqué de répondre à toutes vos interrogations. Mais au moins, c'était de vous donner des éléments. Alors, si c'est ce genre de talk vous plaît, que ce soit moi ou Alexandre, je pense que vous pouvez nous adresser toutes vos questions. Je pense qu'Alexandre sera ravi de revenir pour parler d'autres sujets. Et pour aussi répondre à votre question, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil qui est Internet, chose qu'on n'avait peut-être pas forcément il y a 20 ans. Personne ne peut dire je ne peux pas avoir accès à SAP. Oui, il y a des solutions en mode trial. Il y a des solutions de Learningham qui sont gratuites. Et quand bien même elles sont payantes, elles sont à un prix vraiment abordable. Donc, une personne qui dit je ne peux pas faire du SAP parce que je n'ai pas accès, c'est pas possible. Donc, moi, je vous conseille encore une fois, vous voulez aussi être visible par Alexandre. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un profil sur LinkedIn? Qu'est-ce qui vous empêche de faire des posts? Voilà, les perspectives demain, c'est comme pour un travail. Mettez-vous toutes les chances de votre côté pour séduire un recruteur, pour séduire un client. Donc, on a les réseaux sociaux. Oui. Servez-vous-en. La visibilité, elle est importante. On a constaté que la mise à jour de vos profils sur LinkedIn était beaucoup moindre qu'auparavant. Évidemment, vous êtes très, très sollicité. Je veux dire, j'ai pas besoin, effectivement, de faire un copier-coller de mon CV sur LinkedIn. Oui et non. Si vos modules, vos flux, vos domaines, vos compétences fonctionnelles ou techniques sont mieux explicités dessus, vous aurez des meilleures sollicitations là-dessus. Se rassurer en disant je mets juste consultant SAP et puis je vois tout venir, puis on verra bien dans le paquet ce que je pourrais savoir. Il faut savoir que pour les recruteurs, vous contactez quand on n'est pas en contact sur LinkedIn, ça coûte de l'argent. Donc effectivement, vous risquez de passer à côté effectivement d'opportunités. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est discuter. Discuter avec les entreprises, elles sont ouvertes. Discuter avec nous, postuler, discuter.
Je vais faire la publicité, je peux me le permettre, effectivement, parce que je sais qu'effectivement, parmi le chat, il y a le DSI de Biscuit Bouvard à Bourg-en-Bresse, effectivement, sur lequel on recherche effectivement un abatteur en particulier. Ça vaut le coup d'échanger à ce sujet, de voir ce qu'il y a à faire. Il y a du développement ABAP Fiori, 100% S4ANA, avec un consultant en binôme sur du PP. Il y a ces postes-là, n'hésitez pas à les partager. On peut discuter effectivement sur les compétences et l'expérience à l'entrée, mais il y a des opportunités à prendre. Dans les environnements industriels, c'est là où on apprend le plus. En plus, c'est de l'agroalimentaire. Donc, effectivement, il y a des processus de production, de contrôle de gestion. Il y a plein de choses qui sont à faire. Donc, rejoindre cette petite équipe, ça durera le temps que ça dure. 2 ans, 3 ans, pourquoi pas. On sait que c'est à Bourg-en-Bresse. On sait qu'effectivement, c'est pas l'idéal. Mais c'est toujours mieux d'apprendre là-bas pendant 2-3 ans à faire du développement ABAP, et puis après, aller dans d'autres endroits. C'est là où ça progresse le plus. Alors, heureusement ou malheureusement, c'est ce que j'appelle ces postes à forte progression, ils sont en province. Ils ne sont pas en Ile-de-France. Ou très peu, ils sont très peu en Ile-de-France. Et ça, c'est un vrai enjeu que l'on voit aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est à faire là-dedans, leur donner de la visibilité et nous questionner. Questionner les entreprises, questionner les responsables de centres de compétences quand ils voient des postes. Est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça là-dessus? On ne peut pas tout écrire sur les fiches de poste. Il y a un envers du décor, il y a une histoire, et tout n'est pas. Et ça nécessite effectivement d'avoir une relation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à cliquer sur le lien où effectivement il y a toutes vos attentes dans le formulaire que l'on vous demande. On regarde tout, Clarisse et moi. Quand on a quelque chose, on vous appelle. Si on n'a pas tout de suite, on garde le lien effectivement pendant des mois, et puis le bon moment, on fait le matching. Mais s'il y a quelque chose qui est important pour vous, qui ferait que vous quittiez un poste, dites-le, explicitez-le. C'est ce qui est le plus important. C'est l'effet de levier. Si c'est un sujet en particulier, là, ce matin, j'ai échangé avec le directeur de programme, dans un contexte effectivement de fusion et d'acquisition, l'ambiance de travail est devenue le premier critère. À salaire équivalent, quitte à baisser un peu sa rémunération. C'est un sujet, c'est un critère. Chaque candidat, enfin chaque collaborateur a une fibre. Enfin, il y a quelque chose qui effectivement qui fera la différence. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur le web. Il y a quand même 40% du marché qui est caché. Nous avons des postes que nous ne pouvons pas publier pour plein de raisons. Donc, contactez les recruteurs sans se dire attention, moi je suis à l'écoute du marché, je voudrais discuter. Ils vont discuter avec vous. Il y en a sûrement qui sont présents. On n'a pas tous les postes, on se les partage. Il y en a effectivement qui sont des recruteurs internes, externes. Il y a des brokers. Il y a des questions qui se posent pour devenir freelance. Il y a des questions qui se posent pour revenir en CDI. Nous, on a besoin de savoir quelles sont vos motivations, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez plus pour ça. Après, la question du timing se posera, mais à un moment ou à un autre dans l'année, le poste va arriver. La configuration va arriver. Voilà. Et le point, et tu l'as bien, on insiste bien sur ce point-là, hein. Il ne viendrait pas à l'esprit de faire un projet S/4HANA 100% flexible à distance, alors que les clients s'attendent à ce qu'on soit, alors j'allais dire encore une fois, hein, à la province. Moi là, on peut faire un projet à côté d'Orléans, dans un tout petit, en périphérie. Le projet va se faire chez le client. Et c'est aussi ça. Alors il y a encore des cas assez particuliers où on peut faire des déploiements type sur une solution comme Concur à distance. Mais voilà, soyez mobile et réfléchissez bien quand vous êtes prêt à faire cette démarche-là. Sinon, rejoignez un plateau de compétences SAP, pour pas reciter encore Viséo ou d'autres. KPC, on a un plateau aussi de KPC où on fait de la TMA. Là, on peut faire du remote. Mais encore une fois, il y a des clients maintenant qui nous demandent, même pour de la TMA, d'être au sein de l'entreprise et de côtoyer les équipes. Et c'est aussi ça la valeur de notre travail, d'être auprès de nos clients. Bon, en tout cas, on a appris effectivement pour le démarrage. Maintenant, on sait comment ça fonctionne pour qu'on soit en mode synchro. Je pense qu'effectivement, au vu des questions qui sont posées, c'est un sujet qui est vaste et qui pourrait dépasser largement l'heure et qui pourrait être séquencé par la suite. Je pense que de cette expérience, on en tire quelque chose de super intéressant. On va regarder effectivement toutes les questions qui ont été posées. On contactera certains pour en discuter. Et je pense qu'on renouvellera l'expérience assez régulièrement pour justement aborder des sujets en particulier. Parce que nous savons que ce que nous faisons individuellement, moi et Mickaël, avec les collaborateurs, ou moi effectivement avec des candidats, on peut le faire partager publiquement. En tout cas, l'écosystème bouge. Il y a des opportunités. C'est pas si simple.
Ça va encore bouger par la suite, parce qu'effectivement, il y a des risques qui sont, enfin, des risques, des mutations qui sont en cours. C'est un des secteurs qui paye le mieux, franchement, par rapport à plein d'autres secteurs dans le monde industriel ou SI. C'est un secteur qui est riche, sur lequel, effectivement, qui est protégé, riche intellectuellement, riche aussi financier, parce que les entreprises sont plutôt des bonnes entreprises qui sont résistantes et rentables, et il y a encore, effectivement, avec toutes ces migrations qui arrivent, des années et des années de projets. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Après, c'est une question de timing. En fonction de vos vies personnelles, vos vies professionnelles, il ne faut pas hésiter, effectivement, à bouger. Les employeurs n'en tiennent pas rigueur, ce n'est pas un sujet pour ça. Ils savent que des cycles projets, dans l'entreprise, il y en a, et en ESN aussi. Et à ce moment-là, il y a à prendre votre carrière en main, en montant en compétences, et puis à ne pas hésiter, effectivement, à parler avec tous les intermédiaires de ce secteur. Voilà. Alors, le petit mot, hein, c'est encore une fois, vous êtes intéressé par les métiers, vous ne savez pas quelles sont les décisions à prendre. Contactez moi ou Alexandre. Hein, vous avez à la fois quelqu'un qui connaît le métier depuis plus de 20 ans, à nous deux. Alors, j'allais pas dire comme Joe Biden et Donald Trump, on a 150 ans de moyenne d'âge, mais sur SAP, on a tous les deux une bonne expérience, à la fois en termes de recrutement, de ce que c'est un métier de consultant, de ce que c'est un métier de directeur, de gérer un budget. Donc, on est là, encore une fois, pour aider la communauté. On le fait en français. Beaucoup de talk shows se font en anglais. Donc, on va instituer, et j'institue maintenant, hein, ce rendez-vous de tous les 15 jours. Il pourra peut-être passer à toutes les semaines en fonction vraiment de tous les sujets. Et je pense que vous avez beaucoup de sujets, que vous soyez clients aussi, finaux, sur les solutions à choisir demain. Donc, encore une fois, merci à tous de votre présence. Encore merci à Alexandre pour cette première. Hein, c'était pas forcément évident de prendre du temps et je le remercie et j'espère le voir parce que toi, tu es un petit peu loin de mes différents projets, hein, que ce soit Lyon ou Paris, mais de rencontrer aussi physiquement, peut-être toujours faire un talk show aussi sur physique et d'avoir comme dans certaines émissions un public et pouvoir après discuter après. Pourquoi pas? Très bien, avec plaisir. Une dernière chose que je voulais vous dire, notre cabinet a la particularité effectivement d'être ouvert. Ça signifie qu'effectivement, on a une trentaine de postes qui est à pourvoir et on essaie effectivement de les adresser au mieux. Quand chez Alternative, on n'a pas de poste, on n'est pas fermé. On vous donne des pistes. Tout l'écosystème, on le connaît. Tous les clients finaux, on les connaît. Tous les cabinets, tous les ESN, on les connaît. Et on a l'intégralité des offres qui ont été publiées tout le temps, qu'on récupère tous les jours. Donc, on a des bases de données dans lesquelles on peut faire des requêtes. On peut le faire en mode synchrone au téléphone, ou on peut le faire en vous répond par mail ou sur LinkedIn derrière. N'hésitez pas à nous dire, voilà ce que je cherche. Est-ce qu'il y a eu un post à un moment qui a été publié, dans quelles conditions là-dessus? On vous répondra. On fait des benchmarks de rémunération. On vous dit si vous êtes en dessous, au-dessus ou à côté, effectivement, du marché. Et le bon moment, effectivement, on vous le présente. Et ça nous prend pas... on est ouvert à le faire. On n'est pas toujours les plus réactifs pour ça, mais en général, dans les 2-3 jours, on vous fait un retour sur les possibilités. Et pour les juniors, c'est pareil. Si effectivement, ils sont en galère, on se passe les candidatures entre nous pour savoir où est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose. N'hésitez pas, contactez-nous. Ouais. Je rejoins la même chose aussi, Alexandre. Hein. On est, j'allais dire, KPC est en concurrence avec d'autres ESN, mais encore une fois, si je pouvais recruter 50 consultants, ça serait top, mais ce n'est pas le cas. Donc, si éventuellement, moi, j'ai un profil qui convient pas, alors non pas pour des problèmes de compétences, hein, mais que par rapport à la philosophie de KPC, moi, je pousse son CV à d'autres. Et donc, j'ouvre une vraie collaboration entre ESN. Et donc, je suis le premier à dire, voilà, on est peut-être dans un milieu concurrentiel, mais on peut travailler ensemble. Et c'est ça, je pense, là aussi l'avenir. De toute manière, que ce soit chez KPC ou chez nous, si on n'a pas d'opportunité à vous proposer à l'instant T, on n'a aucun problème, effectivement, à vous recommander d'autres personnes ou d'autres projets. C'est pas un problème en soi. À la fin, on veut qu'effectivement, vous trouviez effectivement le poste, que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre. Voilà. Génial. Merci. Bon, merci à tous et à très bientôt alors.